Est-ce que c'est le fun de vous voir aujourd'hui. On parle de la diversité aujourd'hui, puis on entend beaucoup, est-ce que la diversité crée de la créativité? Est-ce que c'est source d'innovation dans les organisations? On entend beaucoup oui, on entend beaucoup non, puis on a eu le goût à Escalon d'en discuter de diversité aujourd'hui, de créativité, d'innovation, de penser différemment. Puis on s'est donc posé la question pour notre webinaire d'aujourd'hui, est-ce que la diversité augmente la créativité? Puis si oui, comment est-ce qu'elle le fait? Bon, je suis Catherine Frenette, je pense que vous commencez à être habitué, titulaire d'un MBA en management de l'Université de Sherbrooke, experte en développement des talents et des organisations chez Escalon et à temps perdu, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Laval en management, notamment en gestion du changement, qui est une chose qui va m'occuper beaucoup dans la prochaine session. Vous me trouvez sur LinkedIn facilement avec mon nom. Chez Escalon, notre mission, c'est d'aligner dans les organisations les talents et les besoins organisationnels pour mettre toutes nos organisations, nos entreprises sur leur X. Ça veut dire quoi? Tu sais, quand tu es sur ton X, là, puis tu travailles bien, puis tu as l'impression d'être productif, puis tu as l'impression que ça va bien, que tu es dans ta zone. Tu sais. On connaît ce feeling-là au niveau personnel, au niveau organisationnel. Par contre, au niveau d'un groupe, c'est moins commun. Nous autres, notre mission, c'est d'amener ce feeling-là, d'être fier de ce qu'on fait, d'être productif, d'être à notre affaire dans l'ensemble de notre organisation. Pourquoi c'est important? Pourquoi on veut aligner nos talents à nos besoins? Mais dans le fond, on parle de culture organisationnelle. Hein? Puis je vous cite toujours notre même exemple de la revue MIT Sloan Management Review qui nous dit les entreprises qui gèrent de manière proactive leur culture et leurs talents dans leur organisation, ils atteignent en général une performance 25 supérieure à la moyenne de leur secteur. Leur secteur, ça veut dire dans le même secteur d'activité, fait que boutique de vêtements pour boutique de vêtements ou clinique dentaire pour clinique dentaire, l'entreprise qui gère sa culture organisationnelle et ses talents de manière proactive, qui aide l'ensemble de son équipe à être sur son X, elle affiche une performance 25 supérieure à celle des autres personnes dans son industrie. Fait que nous autres, on dit, ça vaut quand même la peine de s'en préoccuper. La question du jour, est-ce que la diversité augmente vraiment la créativité et si oui, comment? Je le disais en introduction, les opinions sont polarisées sur le sujet. Il y a énormément d'informations qui ont été publiées là-dessus. Quand on fait un petit peu de recherche académique, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet. Puis on entend des oui comme des non. Les opinions sont très polarisées. On se pose la question aujourd'hui, la diversité, est-ce que c'est vraiment un plus? Je vous propose toujours les mêmes mots-clics pour participer dans notre discussion. Si vous avez le goût de prendre la parole, on est officiellement dans un webinaire, mais vous avez le droit de me couper la parole en activant votre micro quand vous voulez. Autrement, vous pouvez partager dans le chat, dans les commentaires sur YouTube, si vous nous regardez sur YouTube. Je vous propose 4 mots-clics en bon français pour participer. Mot-clic AHA, hey, je viens d'avoir une réalisation, une affaire à laquelle je n'avais jamais pensé, puis ça vient d'exploser mon cerveau, que j'ai envie de vous le partager. Mot-clic AHA et le partage en question. Mot-clic partage, j'ai envie de partager une information, partager une lecture, partager une source intéressante sur le sujet. Mot-clic question, j'ai une question à poser et puis j'aimerais ça avoir une réponse. Puis hashtag rendez-vous, j'ai aussi une question à poser, mais j'ai peut-être pas le goût qu'on y réponde pendant la vidéo, pendant qu'elle est enregistrée, puis qu'on va être après ça sur YouTube. On peut-tu prendre rendez-vous pour se reparler tout de suite après le webinaire en privé? Fait que c'est un petit peu les 4, un peu beaucoup d'ailleurs, c'est les 4 mots-clés qu'on vous propose. On commence avec une histoire. Il était une fois le professeur Leon Cooper de l'Université Brown qui s'est posé une question existentielle. Il s'est levé un matin et puis il s'est dit, coudonc, on peut-tu contrôler les objets par la pensée? Lui, son idée derrière ça, c'était de réunir des singes rhésus, c'est un rhésus pour de vrai, ça ressemble à des macaques, et en leur mettant une contraption tout à fait appropriée sur la tête, essayer de leur faire contrôler la flèche sur un écran par leur seule pensée, avec pas de souris. De toute façon, les singes rhésus, ça utilise rarement des souris d'ordinateur. Une fois qu'il a eu réfléchi à l'expérience qu'il voulait faire, et une fois qu'il y a eu l'aval de l'Université Brown, puis ils ont trouvé des singes pour participer, puis j'imagine des ordinateurs aussi avec des souris rouges sur l'écran, il s'est dit, je ne pourrais pas faire ça tout seul, il va falloir que je monte une équipe pour réussir mon projet. Fait qu'il s'est monté une équipe Comprendre le cerveau, qui était composée de gens spécialisés en mathématiques, en médecine, en neurosciences, en sciences informatiques,
Pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Pourquoi c'est important? Dans le fond, il a adopté ce qu'on appelle une approche interdisciplinaire. Il avait différents spécialistes de différentes disciplines. À l'époque, c'était nouveau. Et il nous l'a dit dans ses propres mots, il a bien aimé l'expérience. Ce qu'il a dit, c'est une approche interdisciplinaire, ça nous démarque, ça favorise les nouvelles découvertes. Donc, on a déjà un point favorable pour est-ce que ça augmente la créativité, la diversité? La réponse est oui dans le cas des équipes interdisciplinaires. L'interdisciplinarité, hein, la diversité de disciplines dans une équipe de travail, c'est une diversité. À quoi ça peut ressembler d'autres diversités? On vous en propose quelques-unes ici. Diversité de métier, c'est la discipline. Diversité de formation, c'est ce que j'ai étudié. Diversité générationnelle, mon âge, mon origine, mon genre, la culture à laquelle j'appartiens, ma personnalité. Diversité de sources, ce que je lis, où je trouve mes actualités n'est pas nécessairement ce que toi tu lis. Et puis ça nous fait penser différemment nos goûts, nos préférences, notre génétique, la diversité fonctionnelle. Il y a toute une diversité de diversité. Et puis, on est habitué à être confronté à ce genre de diversité-là. On peut être à l'aise ou moins à l'aise avec ce genre de diversité-là, mais est-ce que ça crée de la créativité? D'où est-ce qu'elle viendrait la créativité à travers cette diversité-là? Je vous propose de commencer par une définition de la créativité. La diversité comme moteur de créativité, ça veut dire qu'il faut reconnaître déjà que la créativité, c'est quand on crée quelque chose qui va être non seulement nouveau, hein, on l'a créé, qui a de la valeur, cette valeur-là est reconnue, et surtout qui est réalisée. C'est à partir du moment où on a réalisé notre idée qu'on tombe dans le domaine de l'innovation. Une innovation, c'est quelque chose qu'on propose qui existe et donc qui a été réalisé. Et créatif, ce qui est nouveau, unique et pertinent pour des gens. Hein, j'ai nommé toutes sortes de choses. Andy, ça va te faire sourire parce que tu te souviens peut-être de cet exemple que j'utilise toujours en classe. On pourrait inventer une usine de crayons brisés en deux. C'est pas particulièrement créatif parce que certes, c'est nouveau, certes, c'est unique, mais en général, on préfère des crayons pas brisés plutôt qu'une usine qui prendrait des crayons, qui les briserait puis qui les revendrait brisés. C'est pas particulièrement pertinent pour la société humaine. Fait que c'est pas très créatif. Il faut y avoir pensé en même temps, mais ce n'est pas très créatif comme tel. Donc, est créatif, ce qui est nouveau, unique et pertinent, est innovateur, ce qui est produit, proposé au monde. Hein? C'est à partir du moment où on crée une idée, qu'on lui donne sa forme, qu'on lui donne aussi sa valeur et qu'on passe du côté de l'innovation. La créativité, donc, c'est ça. D'où est-ce qu'elle viendrait, la diversité à ce moment-là? Bien, parlons de ce que ça fait, la diversité. Puis je veux vous proposer un concept qui est important, c'est le concept de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est quand on est dans une intersection entre deux diversités, entre deux choses diverses. Entrer dans une intersection, c'est être au confluent de deux choses qui sont particulières, qui ont leur particularité. Je vous propose l'intersectionnalité au niveau individuel. On a une spécialiste à l'Université Laval de l'intersectionnalité, et vous avez sa photo ici. Elle s'appelle Noliwe Delanon à la Faculté des sciences de l'administration, à la FSA, qui d'ailleurs fête ses 100 ans cette année. 100 ans à l'Université Laval, à la Faculté des sciences de l'administration. Je pense que ça s'appelait autrement avant, c'était la Faculté du commerce. Pourquoi je vous mets la photo de Nollywood? Déjà parce que c'est l'experte en la matière, mais aussi parce qu'elle vit sa propre intersectionnalité. Elle en parle souvent dans des entrevues. Elle appartient à deux minorités. On le voit à travers sa photo. Une femme dans le domaine des affaires et une femme d'origine afro-descendante. C'est son intersection, c'est l'intersection entre les deux cultures, entre les deux appartenances, donc au monde féminin, au monde afro-descendant. Dans la ville de Québec, cette intersectionnalité-là, elle la porte en elle. Au niveau d'une équipe, l'intersectionnalité, d'où est-ce qu'elle vient? Bien, vous avez ici un beau petit organigramme relativement simple avec 3 départements, production, marketing, finance. Où se cache l'intersectionnalité dans nos organisations? Elle se cache dans les points de rencontre entre différents départements, dans les points de rencontre où il y a une intersection d'idées à travers la façon dont les gens pensent leur travail. Je vous cite Franz Johansson dans le livre de Medici Effect. Dans LinkedIn ce matin, je vous avais promis une référence de lecture de Medici Effect. Je n'ai même pas de photo. On aurait dû mettre une photo de la couverture du livre. Franz nous dit, dans The Medici Effect, entrer dans l'intersection, c'est déchaîner une explosion de combinaisons d'idées fraîches et intrigantes. Quand on entre dans l'intersection entre différentes cultures ou disciplines, ben on a plus de chances d'innover,
Tout simplement parce qu'il y a tellement d'idées insolites à découvrir. Traduction libre, à ma connaissance, ce livre n'est pas traduit en français et il est disponible en anglais, comme l'indique le titre de Medici Effect. Créer des occasions d'intersectionnalité, pourquoi c'est important? Parce qu'à chaque fois qu'on crée un point de contact entre deux idées, entre deux façons de voir le monde, on crée une nouvelle combinaison possible. Et plus les idées sont différentes les unes des autres, plus on crée de la richesse. La distance entre deux idées, la distance entre deux réalités est source de richesse comme telle. C'est quoi la distance entre deux idées? Dans l'image que vous avez à votre droite, on peut imaginer deux cercles de taille différentes. Ben, ils se ressemblent plus qu'un cercle puis un triangle. Il y a plus de différence entre un cercle et un triangle qu'entre deux cercles différents. Ben, à ce moment-là, on parle d'une plus grande distance entre ces deux concepts-là. Distance entre différentes personnes, ben, il y aurait la distance dans l'âge, la distance géographique, la distance dans le nombre d'années d'expérience, la distance dans les résultats d'un inventaire de personnalité, un test de personnalité. Tout ça, ça crée plus de richesse dans les différentes combinaisons possibles d'idées au sein d'une équipe ou, dans le fond, dans notre vie. Un autre concept très important, j'aime beaucoup cette photo parce que je suis très fan des Beatles, la quantité d'idées entraîne la qualité des idées. Pourquoi je vous mets une photo des Beatles? Dans ce contexte-là, on parle souvent de Mozart, Wolfgang Amadeus de son prénom. Mozart, on dit souvent de lui qu'il est compositeur de génie, il a composé des choses magnifiques. Il a en fait énormément composé. Si je reviens aux Beatles, ils ont en 8 ans de carrière, hey, les Beatles, c'est juste 8 ans, hein, les quatre ensemble. En 8 ans de carrière, ils ont composé ou repris 229 chansons. 230 chansons, là, ça fait une chanson tous les 12 jours. Avec cette quantité-là de nouvelles idées, ben, c'est clair qu'il y avait un certain niveau de qualité dans certaines d'entre elles. Donc, une façon de créer, d'être dans la créativité, c'est de ne pas avoir peur de toutes les idées, de créer le plus possible. D'ailleurs, en parlant de musique, quand on est au confluent, à l'intersection entre différents contextes, quand je vous dis la quantité entraîne la qualité, voici un autre exemple. Parlons du rock. Dans le rock, on a 4 instruments d'habitude. Dans le cas des Beatles, 2 guitares, une guitare basse, une batterie. Ça fait pas mal le tour. Des structures musicales, on n'en a pas beaucoup, on en a une douzaine. C'est nos accords, c'est nos progressions. Une cinquantaine de possibilités d'utiliser nos voix pour chanter. Ça fait 2400 idées. Toujours la même source de Medici Effect. Vous avez la référence en bas de l'écran. Ça fait 2400 combinaisons possibles, ce qui est quand même pas pire. Ça fait de la chanson si on a envie de composer du rock. Si on compare avec la musique classique, beaucoup plus d'instruments dans la musique classique. On en a une trentaine. Des structures, on en a pas mal plus aussi. Hein. On a différentes possibilités de structurer nos compositions, nos œuvres musicales dans la musique classique. Des options avec les voix, par contre, il y en a beaucoup moins. Ça donne aussi 2400 combinaisons potentielles. Là où ça devient intéressant, c'est si on se disait, comment puis-je composer de la musique en utilisant à la fois la richesse possible, le potentiel de richesse qu'il y a dans le rock au niveau des instruments et de la musique classique au niveau des instruments aussi, et qu'on multipliait tout ça ensemble? Bien, si on multiplie ces 2400 possibilités par 2400 possibilités, si on avait un compositeur qui utilisait, qui puisait à la fois dans les sources du rock et de la musique classique, bien, ça nous donnerait 5, on va dire presque 6 millions de nouvelles idées potentielles. À quoi ça peut ressembler? À quoi ça peut ressembler? Bien, ça peut ressembler à différents types de compositions. Je vous propose, on peut penser à plusieurs compositeurs. S'il me vient à l'esprit Philip Glass, celui que nous propose Franz Johansson dans le livre de Medici Effect, c'est Mike Oldfield. Vous connaissez probablement Tubular Bells. Est-ce qu'on le met un petit moment? Est-ce qu'on a le volume par contre? Toujours est-il que c'est toujours disponible également. Ah oui, ça fonctionne. Alors, on a une composition qui est à la fois inspirée de rock et de musique classique, un son beaucoup plus riche, une composition beaucoup plus vaste, parce qu'on puise dans un potentiel plus vaste également. Ça s'appelle Tubular Bells, puis je vous encourage à aller le chercher sur YouTube, mais pour aujourd'hui, on va continuer tout droit parce que ça dure 27 minutes. Vous avez donc la référence de Mike Oldfield.
Ce qui nous permet de proposer une formule, la formule de la diversité, à quoi ça peut ressembler. On a parlé de la quantité d'idées et leur potentiel, on a parlé de la distance entre elles. J'ajoute les concepts de passion et d'exécution et d'urgence d'agir. Pourquoi la passion d'exécution est importante? Pourquoi l'urgence d'agir est importante? Bien, parce que je le disais tantôt, pour être une innovation, une idée doit être réalisée. Pour réaliser une nouvelle idée, bien, ça prend de la passion pour l'exécuter, puis ça prend un sentiment d'urgence pour dire, bien, je ne tolérerai pas les délais dans la réalisation de mon idée. Si vous avez déjà participé à des projets de création d'organisation, de création de start-up dans le domaine des affaires, dans une création artistique, bien, cette urgence d'agir-là qui nous pousse à réaliser notre idée est importante et fondamentale dans la formule de la diversité parce qu'on n'a pas d'innovation sans ça. Quantité d'idées multipliée par la distance entre ces idées-là, plus la passion d'exécution et l'urgence d'agir, ben, ça nous donne l'innovation. Quand on parle de distance entre les idées, j'ai nommé notamment la distance culturelle, j'ai nommé notamment la distance de personnalité. Je vous propose deux outils à ce niveau-là. Distance culturelle, comment est-ce que ça se mesure? Ben oui, ça se mesure. Vous avez le nom d'un institut dont c'est la mission, c'est de mesurer justement la distance entre différentes cultures. Quand on trouve l'outil Hofstede Insight sur Internet, on peut proposer deux cultures, c'est les cultures nationales. Fait qu'on va pouvoir proposer, je ne sais pas moi, la Thaïlande et le Mali, et puis on va pouvoir les mesurer la distance entre les deux cultures en fonction des 6 axes que Hofstede Insights a identifiés. On peut aussi utiliser au niveau des inventaires des tests de personnalité. Nous, ce qu'on utilise à Escalon, c'est le test de la process communication, le modèle process communication, qui identifie 6 types de personnalités. Parmi ces 6 types de personnalités-là, la particularité de la process communication, c'est que parmi les hypothèses de base, c'est qu'on porte tous ces types de personnalités-là en nous, mais on en exprime quelques-uns plus naturellement que d'autres. Ça crée en soi une diversité de personnalités qu'on observe quand on connaît des gens, quand on fait des nouvelles rencontres et quand on se rend compte que parfois avec certaines personnes, ben, on a plus ou moins de choses en commun, plus ou moins d'atomes crochus, d'affinités entre différentes personnes. Quelques meilleures pratiques. On vous propose quelques comportements pour favoriser la diversité et l'innovation dans les équipes, favoriser une plus grande créativité, toujours dans le principe que la quantité entraîne la qualité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener cette quantité de nouvelles idées-là dans notre équipe, dans notre travail, favoriser les contacts entre les départements quand on est une organisation, hein, favoriser les petites lignes rouges là, dans notre organigramme, des contacts horizontaux, des contacts informels, pas nécessairement hiérarchiques entre les différentes personnes, cultiver sa curiosité sans jugement, être ouvert aux nouvelles expériences, être ouvert aux nouvelles idées sans les juger d'emblée. Parlant de jugement, se méfier de nos biais, de nos perceptions, c'est-à-dire se méfier de la façon dont on a tendance à penser, nos biais comme les biais de confirmation qui nous font voir que les choses auxquelles on pense déjà vont se réaliser. Je me souviens d'une époque où mon papa avait commandé une nouvelle voiture, puis c'était une belle voiture, puis du coup, ben, elle était bien un peu spéciale. Il avait dû l'attendre un petit peu. Et puis, ça a dû durer quelques semaines, cette attente-là, avant que la voiture soit livrée au concessionnaire. Puis pendant ces quelques semaines-là, ben, il avait tendance à voir la même voiture que lui attendait dans la rue tout le temps. Puis il disait, c'est pas juste pourquoi les autres, ils ont mon auto, puis moi, je l'attends encore. Ce biais de confirmation-là fait en sorte qu'on a tendance à retrouver dans notre quotidien des idées qui sont déjà proches de notre esprit. Évidemment, sa nouvelle voiture était proche de son esprit parce qu'il y pensait, parce qu'il avait hâte de l'avoir. Et du coup, son cerveau, en y pensant, ben, mettait plus d'efforts à reconnaître cette auto-là dans la rue. Ben, ce biais-là ben, nous amène à reconnaître un petit peu les mêmes idées qu'on a déjà eues à travers les pensées des autres, à travers nos propres pensées. Un petit peu comme quand on est dans les réseaux sociaux, puis notre feed, comment on appelle ça en français, le feed, le fil d'actualité, notre fil d'actualité nous amène des choses que l'algorithme sait qui vont nous plaire parce que ça ressemble à quelque chose qui nous a déjà plu. Il y a un biais de confirmation, j'allais dire caché là-dedans, mais il n'est pas très caché. Il y a un biais de confirmation évident là-dedans qui nous amène à retrouver des contenus des catégories auxquelles on est habitué. Ben, ça ne crée pas beaucoup de diversité de pensée, ça. Donc, c'est un biais, ça nous amène des présomptions qui ne nous encouragent pas à aller chercher de nouvelles idées.
Sortir de sa zone de confort, ça va un petit peu dans le même sens, hein? Chercher de nouvelles expériences, chercher des nouvelles styles musicaux, chercher des nouveaux types de lecture, chercher en gastronomie des nouvelles cuisines. On parlait de cuisine tantôt avant de commencer. Ben, tout ça, ça nous amène à penser différemment aussi. Et puis, je répète, la quantité entraîne la qualité. Le truc des Beatles, c'était capable de composer 230 chansons en 8 ans, 229. Il leur manquait la 230e. Ben, éventuellement, il va y en avoir une de bonne dans le lot. C'est la loi des grands nombres qui nous le dit, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait promis, mais c'est pas mal promis que ça va arriver. Quelques comportements à faire, quelques comportements à éviter. À éviter, je vous propose des mots. Des mots parce que c'est souvent à travers ces mots-là qu'en fait, on reconnaît des raccourcis dans notre cerveau. Quand on a envie de dire mais, quand on a envie de tomber dans une expression comme jusqu'à ce que, ça peut nous servir de drapeau rouge pour nous prévenir du fait que notre mode de pensée actuel n'est peut-être pas tout à fait ouvert à la nouveauté. Quelques exemples à quoi ça peut ressembler dans la vraie vie avec mais, ben c'est une bonne idée, mais ça va coûter trop cher. Ben, si je m'étais arrêté à c'est une bonne idée, point, j'aurais plus de chances de maintenir mon ouverture à l'idée en question, on ne la connaît pas dans l'exemple, et à être disposé à la développer. Mais quand j'arrive avec un mais qui est généralement suivi d'une objection, il est un petit peu trop tard après ça pour entraîner la passion d'exécution de l'idée, entraîner l'urgence d'agir. On s'est un petit peu enfargé dans notre élan, là, ici, en tombant dans le mais. Le truc, c'est quand on entend notre cerveau qui a envie de dire mais, on garde le silence, on arrête notre phrase à c'est une bonne idée, point. Alors, si on voit dans les prochaines semaines que tout le monde commence à terminer ses phrases avec point, en disant point final à la fin de leur phrase, mais on saura que vous êtes en train d'éviter d'utiliser un mais. Jusqu'à ce que, à quoi ça peut ressembler? Quelque chose comme j'ai eu une bonne idée, mais j'en parlerai pas tant que ce ne sera pas parfait. Hein, on cherche la perfection. Il y a un biais de perfectionnisme caché dans jusqu'à ce que. Quand je tombe dans le jusqu'à ce que, ben, je fais mal à ma passion d'exécution, je fais mal à mon urgence d'agir. J'ai envie de prendre plus de temps que peut-être je devrais. Si vous avez lu le livre Lean Startups, Growth Hacker Marketing aussi, qui est juste ici derrière moi, en parle, ces deux livres-là en parlent de l'idée de ne pas tomber dans un scénario de jusqu'à ce que ce soit parfait. On est dans ces livres-là, dans le lancement d'idées d'entreprise. Hein? On est dans le monde des startups et puis ce que nous proposent les deux livres, c'est si tu as un projet d'affaires, essaye de bâtir ce qu'on appelle dans le jargon actuel des startups un produit minimum viable, un MVP, Minimum Viable Product, qui va être la version la plus simplifiée de ce que tu veux offrir à ton client et va valider que ton client est intéressé à ce que tu as à lui offrir. Si tu tombes dans une logique de non, je ne veux pas le montrer à mes clients potentiels jusqu'à ce que ce soit parfait, bien, je vais investir plus de temps, je vais investir plus de ressources financières, je vais investir plus d'efforts de ma part sans garantie que je suis vraiment en train de répondre aux besoins de mes clients potentiels. Quand je l'évite jusqu'à ce que je me pousse vers l'action, je me piège vers le succès en essayant d'aller chercher un maximum de réactions le plus tôt possible dans l'histoire, dans la vie de mon idée. Mais jusqu'à ce que toujours, à quoi ressemble toujours, c'est souvent par opposition entre deux choses. Tu sais, si on implémente la nouvelle idée, on aura travaillé pour rien jusqu'à maintenant. On commence avec une nouvelle idée, ça veut dire qu'on abandonne l'ancienne idée et on recommence toujours. Le toujours, il est un petit peu caché à travers cette impression, des fois, de tourner un petit peu en rond dans nos idées. Certes, si on implémente une nouvelle idée qui remplace l'idée sur laquelle on travaillait jusqu'à maintenant, dans une certaine mesure, on va perdre une partie du travail qu'on aura fait. Est-ce que ça veut dire qu'on aura travaillé pour rien jusqu'à maintenant? Ben, on aura toujours bien travaillé jusqu'au point d'arriver à la réalisation de l'idée qu'on a maintenant, hein, jusqu'au point d'améliorer notre idée, de la bonifier. Et puis, de toute façon, il faut bien présenter, il faut bien aller vers les idées qui sont les plus porteuses. Quand on disait l'important dans une innovation, c'est de la réaliser. Ben, pour la réaliser, il faut l'implanter. Donc, éventuellement, il faut la suivre, la nouvelle idée. Jamais, jamais, je l'ai mis entre guillemets aussi, mais en fait, on devrait peut-être lui enlever ces guillemets. Ce à quoi on fait référence ici, c'est des idées qui ne se cristallisent pas, qui ne se concrétisent pas, mais même dans leur verbalisation.
quoi ça ressemble dans une réunion? Ça ressemble à quelqu'un, qui va probablement avoir les yeux qui vont partir un petit peu comme ça, puis qui va dire: «Ben, ça me vient à l'esprit, je sais pas, peut-être que, ben, ça fonctionnerait, je pense, mais moi je pensais, mais je suis pas sûr». On n'arrive pas au bout de l'idée. Donc, le truc, c'est de terminer nos phrases. Termine tes phrases, tu vas arriver au bout de ton idée. Une fois que tu arrives au bout de ton idée, tu en ressens un peu plus le potentiel. Et on finit avec, évidemment, trop de détails. C'est un petit peu le contraire de l'exemple jamais qui est comme pas assez de détails. Quand on augmente les détails, on tombe un petit peu dans une logique jusqu'à ce que, où on passe du temps à réfléchir à l'idée plutôt que de l'implanter. Ben, plus on la réalise tôt, plus on en réalise la valeur, hein, on le disait tantôt, plus tôt. En guise de résumé, je vous propose cette semaine, ben, j'ai 2 exemples, hein. On avait choisi l'exemple d'Escalon, j'en ai un autre pour vous après. Parlons d'Escalon et d'intersection de nouvelles idées. Chez Escalon, on a 2 fondatrices, 2 intersections. Ça commence déjà à faire beaucoup, fait que ça tombe bien. Nos 2 fondatrices ont une intersection ben, d'études, oui, de domaine académique, merci. Donc, on a une fondatrice qui a étudié en développement des personnes et des organisations. Ça fait quoi dans la vie? Ça gère des ressources humaines avec une vision stratégique, avec plus de leadership aussi. C'est un merveilleux programme, celui de l'Université Laval en particulier est très intéressant. Et l'autre fondatrice a une formation, c'est un MBA, une maîtrise en administration des affaires. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Mais ça a une vision beaucoup plus management de l'organisation. Donc, moins humaine, plus technique. Quand on croise les deux, on a une vision à la fois humaine et technique chez Escalon. Cette intersection-là nous amène à interpréter notre rôle d'une manière dont on espère qu'elle est unique. Une autre intersection qu'on a à Escalon, c'est une intersection géographique, une intersection culturelle. On a une fondatrice qui est québécoise. Au Québec, vous savez, on vit avec une pénurie d'employés assez forte. On entend beaucoup parler de la pénurie de main-d'œuvre. Notre autre fondatrice vient d'Amérique latine. En Amérique latine, la réalité est tout autre. En fait, c'est la réalité inverse. Là-bas, on a une pénurie d'emplois, ou ici, on a une pénurie d'employés. Quand on croise ces deux difficultés-là, on arrive à une lecture du monde de l'emploi, du monde professionnel, qui est unique. C'est ce qu'on espère. Donc, cette intersection-là, ces deux intersections-là, nous amène à développer une compétence distinctive où on essaye de, dans le fond, de profiter de la richesse potentielle qui se cache vers ce croisement d'idées-là entre nos deux domaines d'études et nos deux origines culturelles. Je vous propose un autre exemple qui est d'actualité. Je vous parle de l'Agence Santé Québec. Vous avez entendu dire que l'Agence Santé Québec déjà a été formée, créée par le gouvernement pour s'occuper du réseau de la santé. L'Agence Santé Québec a depuis aujourd'hui ou hier une nouvelle présidente et un nouveau vice-président. La nouvelle présidente, Geneviève Biron, est issue du domaine privé, hein, Biron Laboratoire, et elle a travaillé dans dans une entreprise privée à toute fin pratique, toute sa carrière pendant 30 ans. Elle a donc une lecture du domaine de la santé qui est plus orientée vers les valeurs du privé, du domaine privé. Notre vice-président à l'Agence Santé Québec, par contre, vient du domaine public. En fait, il était au CHUM, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, où je crois il était directeur des opérations, quelque chose comme ça. Citez-moi pas là-dessus parce que je ne me souviens plus très bien. Toujours est-il qu'il va être vice-président maintenant de l'Agence Santé Québec. Cette intersection-là entre une lecture du rôle de l'agence issue d'une culture du domaine privé et une lecture issue du domaine public nous amène à une intersection qui, on l'espère, sera riche d'idées potentielles, riche de création de valeur pour l'Agence Santé Québec. C'est le fun parce que j'étais pas particulièrement vendu, moi, au projet de l'Agence Santé Québec quand ça a été annoncé. J'en aurais assez long à dire pour remplir plusieurs webinaires, mais je suis contente de voir qu'il y a cette possibilité de création de valeur-là cachée derrière le projet. Fait que je trouve ça le fun. Et puis c'est d'actualité, fait que c'est le fun de le mentionner. Voilà pour notre webinaire d'aujourd'hui. Je vous pose la question habituelle, avec quelle leçon, avec quelle idée repartez-vous aujourd'hui? J'espère qu'on a brassé quelques idées et qu'on a favorisé votre créativité pour le reste de la journée. Vous voulez en savoir plus sur ce que peut faire Escalon pour votre organisation? On vous invite à prendre rendez-vous. Ça peut être aussi simple que de nous laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous nous regardez dans YouTube. Sinon, on se donne rendez-vous pour notre prochain webinaire où on parle de développement durable. Est-ce qu'il peut s'agir d'un outil de croissance en entreprise? On se donne rendez-vous
mardi dans 2 semaines, le 14 mai prochain, à midi comme d'habitude. Inscription sur le site web d'Escalon. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller au escalon.ca, tout simplement. Merci.